Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. On va parler de la Libye ce soir où le gouvernement de transition a pris ses fonctions. Le gouvernement de l'Est du pays a également cédé à son tour le pouvoir à ce gouvernement de transition. On en parle donc tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le gouvernement parallèle situé dans l'est de la Libye, non reconnu par la communauté internationale, a officiellement remis mardi le pouvoir au nouvel exécutif unifié d'Abdelhamid Dbeibah lors d'une cérémonie à Benghazi. La passation s'est déroulée au siège du gouvernement parallèle basé dans la deuxième ville de Libye et dirigée jusque-là par Abdallah Al-Tenin. Qu'est-ce qui, Mamadou Diouf, a finalement décidé le gouvernement de l'Est à faire avec le nouveau gouvernement de transition? Je me dis que les gens constatent que, contrairement à tout ce qui a existé jusqu'à présent comme médiation, comme négociation sur la Libye, cette négociation parrainée par les Nations Unies et concernant les Libyens seulement, puisqu'on parle d'une négociation interlibyenne, c'est vrai qu'il y a de la résistance, mais après quand même plusieurs années de guerre sans que personne n'ait pu prendre le dessus, les populations sont fatiguées, et aussi bien au niveau de Tripoli qu'à Benghazi, on avait même vu que les populations commençaient à manifester contre ces pouvoirs qui étaient en place. Il y a également le fait que les Nations Unies avaient dit clairement que toute personne qui va essayer de s'opposer à ce processus risque des sanctions. Je me dis que ces deux éléments font qu'aujourd'hui, aussi bien la partie Est que la partie Ouest comprennent que diviser le pays n'est pas une solution. Continuer la guerre n'est pas envisageable d'un point de vue rationnel. Il fallait trouver une solution. Je crois que chacun a essayé d'accepter l'opportunité et de voir comment faire pour qu'une autre Libye soit possible, différente de celle qui est là, qui est vraiment une Libye de la guerre depuis plusieurs années. La partie Ouest, elle avait annoncé, bien avant même la formation de ce gouvernement, que si un gouvernement de transition était mis en place, il ne trouvait aucune opposition à céder la main. C'est maintenant que la partie Est le fait. Est-ce qu'il a fallu renégocier avec cette partie Est? Non, la partie Est était dans la négociation, puisque dans la négociation, depuis fort longtemps, il y avait les deux parties. Il y avait la partie Est, il y avait la partie Ouest. La particularité, c'est qu'on avait, j'allais dire, écarté les deux têtes qui posaient le plus problème. Fayez al-Sarraj au niveau de Tripoli, le maréchal Haftar au niveau de Benghazi, puisqu'ils n'ont pas été associés au niveau de ces négociations. Les parlements de chacune des parties ont participé à un certain moment aux négociations. Ça a été parfois difficile, mais les gens sont allés pas à pas en faisant en sorte qu'à chaque fois que chaque parti, avec son parlement, cautionne avant qu'on ne passe à une étape supérieure. Ce qui veut dire que la partie Est avait déjà accepté tout un ensemble de principes avant qu'on en arrive aujourd'hui à pratiquement la dernière phase pour que ce gouvernement de transition puisse être fonctionnel. La partie Ouest a déjà fait la passation en remettant le pouvoir à ce nouveau gouvernement. La partie Est vient de le faire. Je crois que maintenant, le gouvernement va devoir prendre ses responsabilités pour diriger une Libye unifiée et pas une Libye de l'Est ou bien une Libye de l'Ouest. Donc il n'y a rien eu à renégocier avec l'une des deux parties pour que le gouvernement unifié prenne l'entièreté du pouvoir? Non, les négociations avaient déjà été faites. Ici, c'était juste l'étape officialisation. Les négociations avaient été faites, les négociations avaient été difficiles. Une rencontre même avait été ratée parce que quand il a fallu choisir les personnes, quand il a fallu discuter sur les organes, ça a été plus facile. Quand il a fallu discuter sur les personnes, ça a été très compliqué. Finalement, c'est la dernière option des Nations Unies. On a pris les gens à mener cacher quelque part, leur dire, mais vous allez voter, voilà les règles. On prend un triumvirat pour faire ce qu'ils appellent un conseil présidentiel. Donc, il n'y a pas un président de la République en tant que tel, mais il y a 3 personnes qui assurent ce rôle. Il y a un premier ministre, il y a 2 vice-premiers ministres, et les gens se sont organisés pour qu'il y ait une certaine répartition de ces premières responsabilités entre les différentes entités qui se trouvent au niveau de la Libye. Donc, déjà, avec ça, c'était difficile après pour que les gens puissent se retirer, puisque ceux de l'Est étaient là-bas, ils avaient leur candidat. C'est vrai que leur candidat n'est pas passé, mais c'est des élections qui ont été organisées et ils ont
rater ces élections. Donc on peut clairement dire que le gouvernement unifié tient compte de toutes les composantes de la Libye aujourd'hui. Oui, il tient compte de toutes les composantes, même dans la façon de faire. Pour accepter le gouvernement, ils sont allés à Sirte. Tout ne s'est pas fait à Tripoli. Ils avaient déjà commencé à montrer que nous ne sommes pas un gouvernement de l'Ouest, nous sommes un gouvernement pour toute la Libye. Cette façon qu'ils ont utilisée pour la passation également est très stratégique. Ils auraient pu demander aux deux gouvernements de venir, de faire la passation, mais ils sont allés faire la passation à l'Ouest en bonne et due forme, aller faire la passation à l'Est en bonne et due forme, pour que les gens acceptent carrément de donner la main, donnant également une certaine légitimité à ce nouveau exécutif qui est là, qui doit organiser les élections, organiser un certain nombre de réformes pour permettre à la Libye de connaître un nouveau départ. Alors, que deviennent Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar? Fayez al-Sarraj, lui, il avait déjà annoncé sa sortie. Il avait dit même, si les choses continuent, il était prêt à démissionner parce qu'il considère que la mission qui avait été donnée au gouvernement d'union nationale avait échoué, et il a raison, puisque ce travail qu'on demande actuellement à cet exécutif transitoire, c'est ce qu'on leur avait demandé, aller dans le sens d'organiser des élections, ce qu'ils n'ont pas pu faire. C'était pour 1 an, ça a été prolongé d'1 an, ils n'ont pas pu le faire. Donc lui, en personne, il avait déjà dit qu'il était prêt à démissionner pour qu'on puisse mettre en place quelque chose pour que la Libye reprenne sur de bonnes bases. Et ce qui est curieux, c'est que le maréchal Haftar, on ne l'entend pas. Bon, en principe, qui ne dit rien consent, mais quand c'est chez les militaires, il paraît que ce n'est pas toujours la même chose. Ils n'ont pas l'habitude de parler, donc on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Aujourd'hui, c'est lui la grosse équation. Parce que du côté de l'Ouest, les gens étaient déjà dans cette logique avec le gouvernement d'union nationale. C'est la partie Est qui avait refusé. Au niveau de la partie Est, le maréchal a été écarté et on ne l'a pas vu dans les négociations. Après certains accords, on ne l'a pas vu cautionner. On l'a vu plutôt mettre des points d'interrogation, contester un certain nombre de choses. Au moment de la passation, c'était lui le grand absent. Il n'était pas présent au moment de la passation, alors que tout le monde sait que le pouvoir à l'Est, c'était lui qui avait le pouvoir. Même s'il y avait des institutions et autres qu'on avait installées, c'était véritablement lui qui avait le pouvoir, mais on ne l'a pas entendu. Donc on ne peut pas, à sa place aujourd'hui, dire quel est son sentiment par rapport à cette réunification de la Libye qu'on tente sous l'égide des Nations Unies. Alors, de toute façon, le gouvernement unifié donc prend les rênes du pays. La mission principale, c'est la tenue des élections en fin d'année. Oui, c'est la tenue des élections, puisque même les médiations précédentes qui ont échoué, toutes les médiations avaient pour point de chute l'organisation d'élections sur l'ensemble du territoire. Mais l'obstacle, c'était cette façon dont la Libye était divisée, partie cyrénaïque, partie tripolitaine. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait également d'autres groupes qui détenaient des espaces qui ne sont pas des espaces importants. Cette fois-ci, on a un exécutif transitoire qui doit pouvoir aller dans le sens d'organiser les élections partout dans le pays. Cette passation de services à l'Est montre déjà qu'on les accepte dans la partie Est. Donc, s'il faut organiser les élections, elles seront possibles aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est de la Libye, voire même sur l'intégralité du territoire libyen. Et est-ce que ça va être la sortie de crise? C'est un point d'interrogation. Mais au niveau des Nations Unies, généralement, c'est toujours l'option qu'on prend après une crise, tout faire pour mettre en place des autorités, comme ils le disent, de façon officielle, de façon légitime. Mais parfois, les élections ne sont pas la solution, parce qu'après les élections, on peut se retrouver encore avec des contestations. Mais avant de parvenir à l'organisation de ces élections, il y a quand même des préalables à remplir. Quels vont être ces préalables aujourd'hui, notamment en termes de véritable pacification, de réunification d'une Libye que ces années de guerre a divisé? Il y a une feuille de route qui est là, mais qui ne sera pas facile à mettre en œuvre, puisque c'est la feuille de route qu'ils suivent. Dans la feuille de route, il a été demandé de façon claire que les forces étrangères quittent la Libye progressivement. Puisque tout le monde le sait aujourd'hui, la Libye est remplie de mercenaires d'un côté comme de l'autre. Il y a la question du dépôt des armes, du désarmement, puisque tous ceux qui portent des armes aujourd'hui ne sont pas des militaires. Il faut aller dans le sens de récupérer un certain nombre d'armes, puisque c'est ça qui permet cette insécurité qu'on voit au niveau du pays. Il faut remettre en place l'armée, puisque même si le maréchal parlait de l'armée nationale libyenne, bon, c'est l'armée que lui, il avait de son côté. Il va falloir mettre également ensemble cela.
Et pendant les négociations, ce travail avait déjà commencé. Puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'au départ des négociations, on avait pris 5 militaires de chaque côté, c'est eux qui avaient commencé les négociations. Donc autant les gens sont en train d'avancer sur le terrain politique, autant ils essayent d'avancer sur le terrain militaire, autant également ils avancent sur le plan économique, puisque aujourd'hui, bien que le gouvernement n'est pas encore complètement effectif, on a recommencé à exploiter le pétrole et il s'était entendu sur une clé de partage pour que, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, qu'on puisse profiter des revenus du pétrole. Donc je crois que c'est comme ça qu'ils vont faire cette feuille de route et espérons que personne ne viendra véritablement empêcher à cette feuille de route d'aller jusqu'à son terme pour que la paix revienne en Libye. Le retrait des troupes étrangères, les forces étrangères qui sont en Libye, c'est au gouvernement de demander, d'exiger cela aujourd'hui? Non, en fait, ça a été déjà demandé par les Nations Unies, ça a été demandé à toutes les rencontres internationales. Curieusement, même parfois, même ceux qui sont à l'origine de ces forces étrangères étaient présentes à ces rencontres internationales et avaient donné leur accord, mais on les a vus augmenter le nombre des mercenaires. Mais ces étrangers eux-mêmes doivent commencer à se poser des questions. Si la Libye se réunifie, si les Libyens sont en train de régler leurs problèmes entre Libyens, pourquoi quelqu'un d'autre va venir empêcher aux Libyens de se retrouver, de faire leur unité et de s'occuper du développement de leur pays? Donc certainement, eux-mêmes doivent commencer à se poser des questions. Mais attendez, nous, on devient quoi finalement? Parce que si on était venu pour aider un camp ou l'autre, les deux camps sont en train de se mettre ensemble. Notre présence va devenir plutôt une présence bizarre au niveau de ce territoire. Je crois qu'il se pose déjà la question. Ensuite, certainement, au niveau des deux côtés, il n'est pas facile de se lever du jour au lendemain et de dire à celui qui t'a soutenu, bon, pris bagage. Les gens vont certainement mettre en place des stratégies pour que ces forces étrangères se retirent progressivement du sol libyen en mettant un peu de diplomatie dans la forme de demande qui va les amener à quitter ce territoire. Et quelle est la position des soutiens des deux camps rivaux? On ne les entend plus. On les entendait dans les négociations internationales, mais dans la négociation interlibyenne, la Turquie, la Russie, l'Égypte, on ne les entend plus. Ou bien à chaque fois qu'on les entend, ils se prononcent plutôt sur le principe. Tout le monde montre qu'il est d'accord qu'on aille vers une solution qui prenne base sur la négociation. On ne voit plus les positions va-t-en-guerre et actuellement même une bonne partie considère que la décrispation est suffisante. La France dit qu'elle va ouvrir son ambassade à Tripoli le lundi. L'Égypte dit qu'elle va faire la même chose. Malte dit la même chose, etc. Si les diplomates reviennent, ça veut dire que les gens considèrent que bon, on a fait un pas important qui permet d'envoyer aujourd'hui un diplomate à Tripoli sans pour autant risquer sa vie, puisqu'on a vu des diplomates ont perdu leur vie en Libye. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer maintenant la pause et après on reçoit l'invité.